Et je vais inviter à me rejoindre donc Guðmundur Ingi Guðbrandsson, qui est le ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles d'Islande. Monsieur le ministre, si vous pouvez nous rejoindre. Également Jean-Louis Chaussat, directeur général de Suez, Isabelle Kocher, directrice générale d'Engie, Pascal Canfin, directeur général du WWF France, et Jean-Yves Collet, qui préside le conseil d'administration de l'Office national des forêts, l'ONF, qui est un de nos gros sujets. Bienvenue à tous. Donc merci encore à tous pour votre présence. Alors, avant de plonger dans le contenu, si je puis dire, des propositions et de vous laisser vous exprimer sur ce qu'elles vous évoquent et évidemment voir dans quelle mesure vous pouvez, par les responsabilités qui sont les vôtres, les organisations que vous présidez, les soutenir, je voudrais quand même vous poser une première question sur le processus des États généraux. On en a dit un mot ce matin, donc cette notion d'intelligence collective. Dans le discours qui vient d'être prononcé, on a entendu parler aussi de créativité, d'approche humaine des choses, et ça m'intéresse d'avoir vos retours aux uns et aux autres sur finalement ce processus. Est-ce qu'il fait écho à un certain nombre d'actions que vous menez dans les organisations dont vous avez la charge, dans la façon dont vous dialoguez avec vos parties prenantes? Est-ce que ce processus, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce processus? Isabelle Kocher, je voudrais vous proposer de démarrer, si vous avez d'ailleurs un micro, on va vous en donner un, voilà, et nous dire un petit peu ce qui vous a intéressé dans ce processus. Bonjour à tous et merci pour cette initiative et merci en particulier à Positive Planète qui, je pense, fait émerger là, des débats qui sont au cœur des problèmes de la société d'aujourd'hui. Comment construire un monde positif. Écoutez, sur le process, oui, absolument. Je trouve que cette manière d'inviter très largement les citoyens et des parties prenantes de tous horizons à contribuer à ces sujets est un fait de société. Chez Engie, nous essayons de faire pareil d'une certaine manière, alors une échelle qui n'est pas la même, mais c'est au fond la manière dont nous avons lancé un projet qui est très ambitieux, qui a démarré au début de l'année 2018, qui s'appelle Engie 2030, ça ne vous surprendra pas, mais qui consiste à inviter, c'est une gigantesque consultation finalement, à la fois les collaborateurs, les clients, les associations avec lesquelles nous travaillons, les gouvernements avec lesquels nous travaillons, les régulateurs, à se pencher ensemble sur ce qu'on appelle chez nous les méga-trends, bon, les tendances du monde d'aujourd'hui. Je suis impressionnée de voir que les gens volontiers viennent, et pas une fois, mais des milliers d'heures. C'est quand même impressionnant ça. Donc je pense que ce n'est pas seulement un effet de mode, c'est très profond. La société d'aujourd'hui est comme ça. Il y a une vraie appétence. Regardez les gilets jaunes, ouais, finalement, c'est ça aussi. C'est la volonté de chacun de s'exprimer sans intermédiaire. Et finalement, nos business deviennent, en portent la trace. Le monde de l'énergie, il se distribue. Comme nous on a l'habitude de dire, il est 3D. Il est digital, décentralisé, enfin, décarboné évidemment, et il est décentralisé, distribué. Ça veut dire que chacun ne devient pas seulement un consommateur d'énergie, mais un producteur d'énergie. Donc c'est un mouvement de société qui est très profond, cette décentralisation, cette territorialisation, et qui est très aidé par le digital, par la miniaturisation des systèmes. C'est vrai dans l'énergie, c'est vrai dans l'IT. Regardez, la 5G, finalement, c'est ça aussi. C'est un mouvement de distribution très profond de l'intelligence, des centres de calcul. C'est la distribution des modèles, des infrastructures, de l'intelligence et de l'envie de participer. Donc, je pense que ça va très loin. Et c'est vrai aussi, je vais terminer par là, dans nos modèles d'entreprise. Nos modèles d'entreprise, en particulier les grandes organisations, mais au fond, c'est vrai de l'entreprise, c'est probablement vrai plus largement, ont besoin de s'ajuster à cette distribution, à cette horizontalité, d'une certaine manière, dans les modes organisationnels, dans la façon dont la responsabilité est répartie, dans la façon dont l'initiative aussi est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus finalement ouverte qu'avant. Donc c'est un vrai défi, c'est passionnant. Et probablement des éléments de changement culturel aussi, finalement. Voilà, du point de vue de la gestion des grands systèmes. Merci infiniment. Mr. Minister, on your side, how do you react to this process of Up for the Planet, this big consultation process, this approach of mixing civil society ideas with high-level expertise? How do you react to this, and how, to what extent is it inspiring for Iceland in general, and for the way you manage your portfolio of environment and natural resources? Yeah, well, first of all, thank you very much for inviting me to be here with you today.
I think that the process as a whole is really one that we can learn from. By involving the public, by involving different stakeholders, it gives a greater ownership in what is being achieved. And I think for policy in general, that is the way forward, and that is how we should do it. Simply because if people feel that they own something, they are rather more interested in pursuing what is being suggested to implement. And I think that in this case, yes, we can definitely learn from this initiative. And I know that in the afternoon we will also be discussing whether this initiative should be also considered more at the local level, which will be interesting to look better into. When it comes to policy and policy making, I think this is one of the indicators that we can look at. We have numerous different indicators when it comes to prosperity and happiness and environmental performance, social performance and economical performance. And I do think that this is one of the measures that we can definitely look at. Thank you very much. Jean-Louis Chaussat, je me tourne vers vous. Est-ce que dans ce processus des états généraux des générations futures, il y a un certain nombre de choses qui font écho à des pratiques que vous développez chez Suez, à cette façon de traiter, comme dit Isabelle Kocher, cette innovation de plus en plus ouverte, de plus en plus horizontale, décentralisée, avec tous effectivement les changements culturels que ça induit pour les grandes organisations ou l'organisation que vous présidez? D'abord, effectivement, merci de me donner l'occasion d'exprimer mon avis et celui de l'entreprise que je dirige, Suez. Alors, je voudrais dire qu'il y a deux éléments dans votre démarche qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est la co-construction. Depuis la COP21, et même si ça avait commencé avant, mais on a bien compris que toutes les problématiques de l'avenir, et en particulier celles du climat, sont liées à une co-construction entre l'ensemble des acteurs, des parties prenantes qui sont présentes, c'est-à-dire aussi bien les entreprises, les États, les ONG, je dirais les consommateurs. Il y a toute une série de parties prenantes. Et aujourd'hui, on ne peut pas imaginer de construire le monde de demain sans avoir l'ensemble des parties prenantes autour de la table. Le deuxième élément qui me paraît essentiel, c'est que le temps de la discussion est une chose, le temps des propositions en est une autre, et après, il y a le temps de l'action. Et il me semble qu'il y a un certain nombre d'urgences climatiques, mais pas simplement, qui font qu'il faut agir. Et agir, ça veut dire qu'il faut prendre des dispositions. Et c'est vrai que dans les entreprises, aujourd'hui, l'évolution est telle que nous sommes en train de prendre des décisions qui sont liées à la transformation, à la fois du monde dans lequel nous vivons, à la fois dans les consommateurs et dans notre propre organisation. Si je prends le cas de Suez, il est très clair que ce que nous appelons chez nous la révolution de la ressource, c'est-à-dire l'économie circulaire, le fait qu'on ne pourra pas consommer à l'infini les matières premières, qu'elles soient minérales ou énergétiques, ou même biologiques, sans limite, et que donc il faut trouver un système qui permette à la fois la croissance, mais qui en même temps préserve les ressources. Je pense que c'est un sujet de réflexion majeure qui transforme nos entreprises, nos organisations, et qui d'ailleurs revient à dire ce que je disais tout à l'heure, à savoir que cette transformation vers une économie circulaire, d'une économie linéaire vers une économie circulaire, ne peut pas se faire, je dirais, de manière monolithique, en pensant qu'on peut maîtriser la totalité des chaînes. Et là encore, la coopération entre différents acteurs, différents savoirs, différents publics est essentielle. Et je terminerai sur un point qui me paraît à moi absolument essentiel aussi, c'est que toutes ces transformations, finalement, on les fait aussi pour nos clients. Et la transformation, la compréhension par nos clients consommateurs de ce qui se passe, des modifications de comportement qu'il faut avoir, est aussi un élément essentiel. Et je pense que la démarche qui est celle d'aujourd'hui est une démarche qui pousse à la meilleure compréhension de la situation par nos concitoyens, électeurs, consommateurs.
C'est ça, besoin d'action, besoin de pédagogie, besoin d'appropriation aussi, c'est ce que disait effectivement Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Pascal Canfin, votre avis, votre témoignage, d'autant plus intéressant que vous représentez aujourd'hui un acteur de la société civile, mondialement connu naturellement, le WWF. Comment vous réagissez à cette méthode, cette démarche, comment elle peut contribuer, s'articuler aussi avec ce que vous faites, puisque c'est un des objectifs de continuer cette logique d'intelligence collective? Bonjour tout le monde. Je pense qu'effectivement, l'idée selon laquelle il y aurait un acteur qui aurait forcément la vérité, plus personne n'y croit. Donc la condition de l'action, la condition de la réussite, c'est l'intelligence collective. Ça ne veut pas dire qu'on est tous toujours d'accord sur tout, mais ça veut dire qu'au moins quand on n'est pas d'accord, ça veut dire qu'on a déblayé le terrain et qu'on a mis sur la table tous les sujets sur lesquels on était d'accord. C'est un énorme progrès, et quand on voit à quel point c'est compliqué dans le débat démocratique de le faire de manière sereine, ce type d'initiative est évidemment bienvenu. Pendant les échanges du process qui nous a conduit à aujourd'hui, moi j'ai beaucoup insisté sur le rôle du digital. Et je voudrais dire un mot, puisque les échanges qu'on a eus font qu'aujourd'hui, moi j'ai aussi avancé sur ce sujet. On a sorti la semaine dernière au WWF France, et on le sort bientôt en Chine, puis dans d'autres pays, une application qui s'appelle We Act for Good, WAG, qui a été téléchargée en 8 jours 100 000 fois en France. C'est-à-dire beaucoup plus que Tinder, pour ceux qui connaissent, ou Google Home, dans un autre univers. C'est un parallèle intéressant. Et c'est effectivement... l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est précisément de passer à l'action, mais ensemble. Parce qu'au fond, la question qui est posée à un certain nombre d'acteurs, en tout cas pour la société civile et peut-être aussi pour les entreprises dans une certaine mesure, c'est comment on agit ensemble à l'heure d'une société digitale. Et ça ne peut plus passer par seulement la verticalité ou les mouvements organisés de manière traditionnelle, y compris les ONG bien évidemment. Et notre objectif, c'est de fédérer à travers cette application une communauté qui se met en mouvement et qui s'enrichit mutuellement à travers le fait qu'il y ait déjà 33 000 adresses de consommation éco-responsables en France. C'est la carte la plus complète qui existe aujourd'hui. Et dans les 33 000, il y en a déjà en une semaine 2 000 qui viennent de la communauté elle-même. Et là, on voit la puissance. En une semaine, 2 000 points partagés. Bon, si on multiplie comme ça veut dire qu'on est capable de couvrir l'ensemble du territoire en quelques semaines. Ce qu'aucune organisation seule n'est capable de faire. Et ça, c'est la puissance de l'action collective à l'heure du numérique. Et fondamentalement, c'est à mon avis ça qui va être une force positive, puisque je reprends l'expression évidemment à mon compte, une force positive de transformation, parce que vous avez à la fois la souplesse de l'action individuelle. Je pars de là où je suis, avec mes contraintes, avec mes centres d'intérêt, avec ma vie quotidienne, mon histoire, mes valeurs, c'est moi. Donc c'est très individuel, ce qui correspond au fond à l'éthique de la société aujourd'hui. Et en parallèle, c'est une action collective qui fait que tout d'un coup, je m'aperçois qu'en fait, on est 6 000, 10 000, 15 000 à faire le défi que moi, je me suis lancé. Et ça, naturellement, ça facilite cette mobilisation. C'est plus la même histoire. C'est plus la même histoire, puisque quand je sais qu'on est 15 000 à faire la même chose, je ne sais plus une goutte d'eau dans l'océan, etc., etc. Et en une semaine, on a eu 225 000 engagements d'action concrètes. Et voilà, on voit le potentiel qui est exceptionnel et qui, j'espère, va se répandre. Et on le fait en France. Et encore une fois, notre objectif au WWF, c'est ensuite de le faire en Chine sur un autre écosystème qui n'a rien à voir, bien évidemment, y compris pour des raisons de partage de données, sur lesquelles je ne reviendrai pas, de non-partage de données. Et puis, on a le Canada, on a derrière la Turquie, etc. Donc, on essaie de faire ça, ce qui fera une forme d'embryon de communauté mondiale, horizontale, qui se met en mouvement. Et je pense que ça, c'est totalement l'esprit de l'action positive. Donc un vrai écho avec ce que le WWF est en train de lancer également. Absolument. Merci beaucoup. Jean-Yves Collat, alors le regard vous présidez une grande organisation publique, l'Office national des forêts. Comment vous réagissez à tous ces changements qui sont évoqués par à la fois les représentants de la société civile, de grandes entreprises, d'État? Vous les vivez également à votre niveau, avec un enjeu majeur sur une ressource qui est centrale. En quelques mots, comment vous réagissez à cette méthode, à ce process? Et puis ensuite, on va parler contenu immédiatement. Écoutez, d'abord merci de m'avoir invité. C'est vraiment passionnant pour un forestier pour lequel le court terme se mesure en décennies, d'entendre une mise en mouvement aussi rapide que celle qu'évoquait Pascal Canfin, aussi universelle que celle qu'on évoque aujourd'hui. Je dirais que sans doute le domaine dont je m'occupe
est une urgence en la matière. Si je reprends un tout petit peu l'historique français, la forêt fut toujours une frontière appartenant à d'autres. Elle a toujours été soit menacée, soit administrée et protégée par un pouvoir central. C'est comme ça que ça s'est organisé, et géré par des gens qui possédaient une technique qu'ils gardaient jalousement au service du pouvoir central. Ça, c'est l'historique de la foresterie française. On est à peu près orthogonal avec la description de la démarche qui est faite aujourd'hui. Et nous voyons les limites, aussi bien nationalement qu'internationalement, de ce modèle central et technocratique au premier sens du terme. Donc même la forêt va se faire uberiser quelque part. Alors. Absolument. Et il y a des mouvements qui existent, qui sont encore embryonnaires par rapport à la démarche qui est conduite ici, mais qui sont tout à fait significatifs. Par exemple, l'Office national des forêts parle davantage avec les communes propriétaires de forêts, qui sont des interlocuteurs plus proches des citoyens. On ne parle pas encore suffisamment directement avec la communauté civique des enjeux forestiers, mais c'est un premier pas. Il est des démarches de même nature qui sont conduites par ONF International et les communes forestières dans leur petite action internationale auprès des communautés villageoises d'Afrique, pour que la forêt du bassin du Congo ne soit pas administrée par des États centraux et des accords internationaux, mais aussi que l'enjeu soit mesuré par les communautés. Et l'enjeu forestier international est tellement vaste et tellement intriqué entre pays d'Europe, pays d'Asie, pays d'Afrique, Amérique du Nord, etc. Toutes les grandes forêts sont aujourd'hui reliées entre elles, comme les océans. Il y a un siècle, les océans, c'était des limites indépassables, c'était des immensités. Les forêts étaient de la même nature. Aujourd'hui, elles sont reliées entre elles. Et il nous est nécessaire que les citoyens, les individus, prennent conscience que la complexité de l'enjeu ne les dépasse pas, les concerne, et que le long terme, s'il est un peu vertigineux, est une exigence pour eux d'appropriation des enjeux. D'accord. Vous faites écho à ce point de pédagogique mentionné aussi Jean-Louis Chaussat, cette nécessité d'expliquer la complexité. Absolument. Une connaissance qui est appropriée par un petit nombre est forcément liée à un pouvoir centralisé d'action. Et les deux limites de cette action sont là. Centralisation, technocratie. Et donc, l'appropriation des enjeux, l'appropriation des techniques, la discussion, le débat et l'intelligence collective, c'est pour la gestion forestière du monde et de la France un enjeu actuel. Un point que vous ne pouvez à peine imaginer. Merci infiniment pour ce témoignage, très passionnant. Vous avez manifestement beaucoup de fans dans la salle. Alors, je me retourne vers Isabelle Kocher. Je voudrais qu'on parle maintenant un petit peu du contenu de ces 7 propositions dont j'ai brièvement dressé le tableau dans la première table ronde. Isabelle Kocher, est-ce que parmi ces 7 propositions qui concernent l'environnement, il y en a une ou plusieurs qui, là encore, font particulièrement écho à des sujets majeurs pour l'entreprise que vous dirigez et bien sûr, dans la suite de la question, y a-t-il des propositions, une ou plusieurs, que vous souhaiteriez soutenir plus particulièrement, sponsoriser, appuyer, puisque comme je le disais, notre défi maintenant est d'arriver à bâtir aussi des communautés d'acteurs, des communautés d'intérêt autour de ces propositions, de ces thèmes, pour les faire vivre et pour leur donner une chance d'aller le plus loin possible. Alors, plus largement, je trouve que ce qui est intéressant dans la démarche et dans les 20 propositions, c'est que c'est une approche très holistique qui me paraît être la bonne. Il n'y a pas l'environnement d'un côté, les humains de l'autre. Tout ça, c'est un système qui doit être harmonieux. Et je trouve très, très atypique, très original et très intéressant cette démarche globale. Et à titre personnel, je pense qu'on touche collectivement nos limites au moins autant sur le plan de l'équité, de la qualité de vie, des écarts de richesse que du point de vue de l'environnement. Donc, alors, pour revenir à l'environnement, forcément, Engie étant un grand acteur du secteur de l'énergie, la proposition qui est faite en matière de prix du carbone, elle nous touche particulièrement. Et je suis absolument convaincue, et depuis longtemps, qu'il faut absolument un prix du carbone incitatif, en effet, suffisamment élevé. Je crois de moins en moins au mécanisme de marché, je dois dire, dans ce domaine, parce que ce dont les acteurs ont besoin pour précisément réorienter, les acteurs sont les États, ce sont les entreprises qui consomment l'énergie, les consommateurs individuels, ce sont aussi les entreprises qui organisent des infrastructures qui produisent l'énergie. Ce dont ces acteurs ont besoin, c'est de la visibilité.
il faut des montées en puissance rapides et prévisibles de ce prix du carbone. Et ça, les mécanismes de marché, alors que l'Union européenne en particulier expérimente depuis maintenant des années, montrent leurs limites. Elles montrent leurs limites. C'est très compliqué de calibrer les quotas, c'est très compliqué d'anticiper les fluctuations des différents paramètres qui entrent en ligne de compte. Donc moi, je suis assez favorable à ce que ces mécanismes de marché, lorsqu'ils existent, soient doublés de prix minimum. D'accord. Parce que ce qu'un certain nombre de pays ont fait et qui me paraît très important. Bon, il y a d'autres mesures et je ne peux pas parler de chacune. Puis elles apparaissent là à l'écran. Elles font toutes du sens. Le prix du carbone est certainement beaucoup plus structurant que en tout cas pour toute une partie des acteurs. Je crois qu'il faut ajouter une chose. L'aspect prix du carbone peut être vu comme un peu punitif, si vous voulez. On met un prix du carbone pour les gens qui produisent du carbone. Moi, je voudrais insister sur un point que nous expérimentons très, très directement. Quand on décide de passer à d'autres modèles, et des modèles décarbonés, et qu'on décide par conséquent de faire le tri des activités que nous gérons, c'est ce que nous avons fait chez Engie, en acceptant d'arrêter 20% de nos activités lorsque nous avons démarrer notre réorientation stratégique, peut vous paraître finalement un effort significatif, pénalisant pour l'entreprise. Ben, c'est le contraire. Et c'est le témoignage que je voudrais apporter ici. En acceptant de réduire notre taille, en acceptant de nous concentrer sur des modèles non carbonés, et plus donc de payer le prix du carbone pour les activités carbonées que nous faisions auparavant, en acceptant de basculer vers autre chose, de nous concentrer un peu, d'être plus sélectif, eh bien en réalité on crée plus de valeur. Il faut préparer l'avenir finalement. On crée plus de valeur parce qu'on est plus attractif. Donc le paradoxe, là où beaucoup de gens nous ont dit mais enfin vous prenez un risque considérable, vous acceptez de réduire votre taille, le paradoxe c'est qu'on devient plus attractif pour les clients, pour les investisseurs, pour les talents. Donc, je crois que derrière la mise en place d'un prix du carbone, ce qui se joue, c'est que l'ensemble des acteurs, industriels en particulier, finalement basculent dans des modèles qui, de manière intrinsèque, n'en produisent plus de carbone et franchissent ce pas. Alors, nous sommes 3 ans plus tard, donc nous avions cette conviction au départ, mais il y avait une forme de pari. Eh bien, 3 ans plus tard, c'est démontré. Nous avons une croissance qui était négative, qui est passé de moins 10% à plus 5% 3 ans plus tard. Nous avons des retours sur capital employé qui sont plus élevés et nous avons globalement, tout paramètre économique pris en considération, une plus grande création de valeur au sens classique du terme. Donc, ce n'est pas un arbitrage entre l'équité, l'environnement et la création de valeur. Plus on s'inscrit dans ces modèles qui sont ceux de demain, et plus en réalité, y compris sur le plan économique, l'entreprise est performante. C'est intéressant, on avait créé un observatoire pour interroger les jeunes du monde entier sur leur vision des liens entre environnement et développement durable, et à la question de savoir s'il était selon eux possible de concilier, 30 000 jeunes avaient participé dans le monde, de concilier croissance économique et protection de l'environnement. Une immense majorité croyait que c'était possible, et c'est un petit peu un des témoignages que vous décrivez là. J'aime beaucoup aussi votre point sur l'approche holistique, et d'ailleurs quand il s'est agi de choisir, de retenir les 20 propositions qui allaient être emmenées au G20, on a eu une réunion de travail complètement transdisciplinaire entre les 3 groupes. C'est pas l'environnement qui a choisi de son côté, puis les conditions de vie, la finance positive. Il y a eu ce travail vraiment, j'allais dire, imbriqué, et je pense que c'est effectivement important que vous l'ayez souligné. Je vous en remercie. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, Mr. Minister, getting back to you, if in your position as a Minister of the Environment and Natural Resources, if you look at all the proposals which came out of this effort, which ones would you really support in particular? Which ones do you really echo the types of initiatives and best practices you have in your country? How would you react to this content which came out of this process? Yes, thank you. You realize it's all in French, though. Absolutely. No. Well, what I want to emphasize, I mean, many of them are something that are already being both considered or even implemented, like the carbon tax, for example. We have that at home. We may argue about whether it should be higher or lower or exactly how it is, but the circular economy is something that nations, in particular European Union, has taken on
put that on the agenda, and that is something that we are following at home as well. But overall, I just want to emphasize the importance of synergies, the importance of looking at solutions that actually can tackle more than one specific problem or challenge at the same time. And I think given the sort of importance and the really, really big task ahead of us related to climate change, biological diversity reduction, the increase of plastics in the ocean or oceanic pollution, etc., we need to focus on the solutions and solutions that can actually tackle more than one problem at the same time. Multiple effects, right? Yeah, and I'll give you just one example. In our new climate action plan, we are sort of emphasizing on two major things. One is to change from fossil fuel driven economy when it comes to transport in particular, because we've already dealt with electricity and heating with great success. And the other one is carbon sequestration through forestry and land restoration and restoration of wetlands. And if you just look at sequestering carbon from the atmosphere and to revegetate degraded land, what you're really doing, you are sucking down CO2 from the atmosphere, benefiting the climate. You are increasing biological diversity in the local area, and you're tackling land degradation problems. All three of these issues are huge environmental international challenges. So I think we need to foster thinking and initiatives that actually relate to this. And the circular economy definitely is another example of that. Thank you very much for this testimonial. Jean-Louis Chaussade, je me tourne vers vous. Dans ces 7 propositions, vous avez commencé un petit peu à donner quelques avis dans votre première intervention en parlant de l'économie circulaire, mais lesquels ou laquelle sont vraiment, j'allais dire, les chevaux de bataille que vous pourriez supporter en tant que dirigeant de Suez? Étant une entreprise d'environnement, moi, quand je regarde les 7 propositions, je considère qu'elles font toutes partie des problématiques qu'aujourd'hui j'essaye de résoudre pour mes clients. Je vous ai parlé de l'économie circulaire. Ma voisine Isabelle Kocher a parlé évidemment du prix du carbone, qui est effectivement un sujet extrêmement structurant, mais par exemple, les deux sont liés. Si vous voulez recycler une tonne de plastique, ça va vous économiser à peu près 1,5 tonnes de pétrole. Et je pourrais continuer comme ça. Je pense qu'il y a 2 propositions qui, moi, me paraissent essentielles, outre qu'elles sont toutes essentielles, mais en tous les cas qui attirent mon attention plus, si je puis dire. D'une part, c'est la sécurité alimentaire. Pourquoi la sécurité alimentaire? Parce que dans les métiers de l'eau, on ne faut jamais oublier que 70% à peu près de l'eau sur la planète, de l'eau douce de la planète que nous utilisons est utilisée pour l'agriculture. Et que quand on regarde entre l'évolution de la population, l'évolution climatique et les besoins, j'allais dire, agricoles, je dirais que si on ne change pas nos modes alimentaires, nous aurons des problématiques pour alimenter la totalité de la planète. Et donc la technologie doit aussi nous aider à la fois à avoir probablement plus de ressources alimentaires, mieux les gérer, mieux, comme je le disais tout à l'heure, les irriguer, etc. Et donc ce sont des sujets qui vont être majeurs dans les 20 ans qui viennent. La deuxième proposition qui me paraît elle aussi essentielle, c'est tout ce qui tourne autour de la protection des ressources marines. Nous sommes chez Suez extrêmement positionnés et aujourd'hui en termes d'innovation sur tout ce qui est plastique et microplastique. On parle de la protection des ressources, la surexploitation des ressources, mais ça va être aussi la protection des ressources, c'est-à-dire comment fait-on pour que l'océan ne soit pas une poubelle à plastique, mais véritablement reste un lieu dans lequel on est capable d'extraire des ressources pour l'humanité. Donc quand je regarde l'ensemble de ces propositions, et je pourrais les commenter toutes, elles ont toutes un impact sur les métiers que nous faisons. Et nous, on essaye évidemment d'apporter à chacune, si je puis dire, à la fois des solutions. Je pense que, par exemple,
les écosystèmes naturels dont vous parlez, ménager et protéger les écosystèmes naturels, c'est un élément de réflexion essentiel quant au rôle des villes, quand elles vont jouer les villes, on va avoir à peu près les 3/4 de l'humanité qui vivent dans des villes. Comment fait-on pour que ces villes ne soient pas des espèces d'énormes trous noirs qui vont consommer toutes les ressources dans l'environnement rural qui les entourera, etc. Et là, le développement de solutions basées sur la nature peut faire partie des pistes que vous explorez justement et qu'il faut explorer. Alors, je pense qu'effectivement, de plus en plus, il va falloir, on l'a dit, se tourner vers des ressources qui sont plus, je dirais, renouvelables et naturelles. Et quand je dis renouvelables et naturelles, c'est pas simplement sur l'énergie, mais c'est aussi sur les plastiques, c'est sur tout ce qui tourne autour de nos moyens de vie et de survie. N'oublions pas que, en gros, à la fin du mois de juillet dernier, nous avions consommé ce que la nature était capable de produire dans l'année. Et donc, depuis le mois d'août, nous vivons à crédit. C'est vrai pour la capacité de la planète à absorber du CO2, c'est vrai pour la capacité de la planète à consommer de l'eau. Il y a des tas d'endroits où on tape sur les réserves d'eau, c'est-à-dire les réserves souterraines, les nappes phréatiques, mais elles ne se renouvellent pas à la vitesse à laquelle nous consommons. Donc il y a toute une série de sujets. Donc sur toutes ces 7 propositions, je pense qu'elles sont toutes très utiles et elles nous touchent chez Suez toutes. Merci infiniment. Pascal Canfin. Je vais faire le lien avec ce qui vient d'être dit sur ce qu'on appelle le jour du dépassement, puisque c'est un des grands moments d'analyse du WWF partout dans le monde, qui est de précisément essayer de mesurer ce qu'on appelle la dette écologique. Donc, à quel moment de l'année nous commençons à vivre à crédit sur le dos de la nature, c'est-à-dire qu'on va puiser dans un capital qui s'appelle un capital naturel qui fait que on amenuise progressivement ce capital parce qu'on ne le laisse pas le temps de reproduire ses intérêts. Et par construction, c'est exactement l'analogie avec le modèle financier ou d'entrepreneuriat ou même le budget des ménages. Une fois qu'on commence à s'endetter année après année, à un moment donné, on est en faillite. Et aujourd'hui, tous les signaux nous montrent que la nature est en faillite. Et le problème, c'est que ça nous coûterait extraordinairement cher de la remplacer. Le chiffre que vous pouvez avoir en tête, c'est que si on devait payer pour les services que la nature nous rend gratuitement, ça représenterait 1,5 fois le PIB mondial. Ça veut dire qu'en fait, notre prospérité économique... Donc la nature n'a pas de prix. Alors, la nature n'a pas de prix, mais le problème, c'est que dans le modèle actuel, et d'où le sujet du prix du carbone, ce qui n'est pas compté, compte pas. Or, aujourd'hui, la nature n'est pas comptée. Et donc, elle ne compte pas. Donc, il y a un enjeu majeur, et si on peut revenir sur les propositions, un enjeu majeur dans la comptabilisation, qui n'est pas que le prix du carbone, qui est aussi les normes comptables. Ouais, c'est très juste. J'ai un donné très concret. J'évoquais les sujets de la voiture électrique récemment avec des constructeurs automobiles qui me disaient on a un énorme problème, si on veut le déployer à grande échelle, de la comptabilisation par les normes comptables de la batterie, qui est un actif un peu hybride, et ça plombe les comptes, tout simplement parce qu'on a les mauvaises règles du jeu. Bon, ça fait partie des choses très techniques, vous ne mobilisez pas les gens là-dessus, mais c'est fondamental si on veut changer de ligne. Je reviens sur peut-être 2 très rapidement. Oui, je vous en prie. Alors, c'est celles qui sont normalement en haut à droite. Est-ce que vous pouvez remettre les propositions à l'écran? Non. Bon, c'est pas grave. Alors, c'était donc, c'était sur quel ça sujet? va arriver, mais là, il n'y en a plus, mais ça va arriver. Perturbé, voilà. C'est bon. Donc, en haut à droite, vous avez les tests de vulnérabilité. Je pense que c'est fondamental. Nous, on se bat beaucoup pour une logique qu'on appelle les 3 S. Soutenabilité, sécurité, stabilité. Ce qui est insoutenable devient nécessairement instable, et ce qui est instable dégénère souvent en insécurité. Et notamment dans les pays dits du Sud, les pays africains, Asie du Sud-Est, etc., où l'enjeu du développement, et j'ai été ministre dans cette maison du développement, et donc c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, est évidemment prioritaire. Simplement, si vous êtes capable de montrer qu'un développement insoutenable aujourd'hui génère de l'instabilité, et donc de l'insécurité demain, vous arrivez non pas avec une logique environnementale, vous arrivez avec une logique de stabilité politique. Donc c'est très pragmatique en réalité pour des décideurs. C'est exactement. Donc ces tests de vulnérabilité, on essaie de les faire, on essaie de les pousser, et on essaie concrètement de les faire financer par l'Agence française de développement, parce que je pense que c'est sa mission. C'est sa mission de dire, oui, je vais travailler avec le GIEC, je vais travailler avec des spécialistes de la mesure de la conflictualité, de la vulnérabilité, pour croiser les modèles climatiques et les modèles sociétaux en quelque sorte,
sorte, pour montrer, modéliser cette vulnérabilité, parce que sinon on a un énorme point aveugle qui fait que la prise de décision est mauvaise. Et puis le deuxième, et je rebondirai sur ce que Monsieur le ministre vient d'évoquer, c'est la question de la restauration des terres, donc les solutions basées sur la nature. Avec toutes les conséquences très positives de ce type d'action. On a lancé un fonds avec Mirova, donc Natixis en France, avec d'autres acteurs, BNP, l'AFD, la BEI, etc., un premier fonds de 100 millions de dollars pour investir dans la restauration des terres. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand on commence à mettre du capital financier pour restaurer du capital naturel, alors le capital naturel, et c'est la beauté de la nature, c'est que ça repart. La nature est extraordinairement plus résiliente que nous, elle repart. Et quand elle repart, eh ben, ça fait plus de rendement, et que ça fait plus de rendement, ça fait plus de revenus, et à la fin, on peut rembourser. Et le fonds qu'on a développé, notre objectif, c'est de le monter à plusieurs centaines de millions. Là, on est un pilote, en quelque sorte, à 100 millions. Si on est capable de faire ça, alors on aura montré qu'une économie circulaire sur la nature aussi, pas seulement sur la question des ressources, mais sur les sols, sur les terres, marche et permet à la fois de protéger les forêts et de nourrir le monde et de lutter contre le dérèglement climatique. Merci infiniment pour cet exemple extrêmement concret. Jean-Yves Collet, j'ai une petite idée de la proposition qui fait... Moi, je bois les paroles de Pascal Canfin. Effectivement, la nature est bonne fille au plan de l'investissement, et la forêt en particulier. Quand vous investissez dans l'industrie ou dans l'immobilier, vous mettez beaucoup de capital et vous essayez d'amortir sur une durée aussi longue que possible pour obtenir à un moment donné une rentabilité. En forêt et en nature, c'est exactement le contraire. On investit peu au départ, on évite de casser ce qu'on a investi, et à la fin, on récupère un capital qui a considérablement augmenté, et on peut récolter, j'aime beaucoup ce mot qui répond au mot de pillage, récolter les bienfaits de la forêt en particulier et de la nature en général. Moi, ce qui m'a frappé dans les propositions, c'est le lien entre éviter le pillage forestier, assurer l'alimentation et le bien-être. Il faut savoir que dans notre beau et vieux pays, on a fait toutes les bêtises possibles au cours de l'histoire, ce qui nous autorise évidemment à essayer de faire en sorte que les autres ne les reproduisent plus. La question est, a-t-on appris de ces bêtises ? Nous avons défriché furieusement au XIIe, XIIIe, XIVe siècle parce que nous avions des rendements agricoles minables, nous avions une population en augmentation et déjà une concentration urbaine. On n'avait pas d'autre solution, on a fait reculer la forêt. Et puis on s'est aperçu que ça produisait des catastrophes, donc on est revenu en arrière. On a connu l'industrialisation du XVIIIe et du début du XIXe sans le charbon. Et on s'est aperçu, regardez la chose en creux, que le développement industriel consommateur d'énergie, bois, donc renouvelable, n'était pas soutenable, puisqu'on a déforesté à ce moment-là de façon considérable. Et qu'il a fallu, pour continuer ce développement relativement énergivore, taper dans le stock carboné des mines de charbon et des puits de pétrole. Donc, à contrario, le modèle qu'il faudrait arriver à mettre en place, c'est un modèle vertueux, c'est de dire, si l'on veut pouvoir récolter les bienfaits de la forêt, notamment face au changement climatique, il faut aider la forêt à nous aider. Il faut investir. Parce que si on n'investit plus et qu'on se contente de regarder ce qui se passe, on va l'abandonner, la forêt, et elle ne pourra plus nous aider, parce qu'elle va être perturbée, elle aussi, par le changement climatique. Il faut en même temps améliorer les performances énergétiques des ménages. Des ménages. Quand vous passez d'un feu ouvert à un feu couvert, vous diminuez de 30% les besoins en bois. Et les gens ne vont pas chercher du bois en défrichant la forêt par plaisir. Ils y vont par nécessité. Dès qu'on leur permet de ne plus le faire, ou de moins le faire, ils le font moins. Si on permet à des parcelles agricoles d'être plus rentables, plus près de chez soi, on n'a aucune raison d'aller plus loin. Je parle là d'alimentation, de circuits courts, et pas de commerce international, dont la responsabilité en matière de recul de la forêt sur certains continents est quand même une évidence. Et je voudrais souligner une chose, mesdames et messieurs, parce qu'on a rarement l'occasion de le dire. La France a fait beaucoup d'erreurs dans son histoire. Elle les a corrigées. Aujourd'hui, la forêt française progresse de 0,6% par an, de 50% au cours du dernier siècle. Ça n'est pas magique, c'est du travail, c'est de la réglementation. Et de l'anticipation. C'est de l'anticipation, de l'action, comme disait. C'est de la prise de conscience. Donc c'est possible. On peut revenir sur la déforestation. Ça demande 1 ou 2 siècles de travail et de bonne compréhension. La récolte, même si on peut discuter, mon cher Pascal, des méthodes qu'on emploie pour le faire, la récolte durable,
n'est pas la décapitalisation. Merci infiniment. Alors effectivement, c'est un très beau message de fin. On va céder la place au panel suivant. Mais quand on parle d'économie positive, d'intérêt des générations futures, de long terme, je pense que la forêt et les témoignages que vous avez tous eus d'ailleurs dans cette table ronde, cette approche globale, ce besoin de pédagogie, ont été extrêmement précieux. Je vous tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre participation aujourd'hui. Et je vous propose de rendre la parole à Claire Chazal pour la suite du programme de ce matin. Merci infiniment.